Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 12 août, je vous propose de nous pencher tout d'abord sur les relations entre la Thaïlande et le Cambodge, après le cessez-le-feu récemment adopté au terme de 5 jours de conflit armé au niveau de la frontière qui sépare les deux pays. Nous irons aussi en Corée du Sud, où des documents historiques récemment publiés révèlent pour la première fois les efforts des autorités japonaises pour cacher le sort des femmes mobilisées pour servir de femmes de réconfort dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous irons ensuite dans le Pacifique, où le petit État de Nauru a accueilli une première famille de citoyens naturalisés dans le cadre de son nouveau programme de financement climatique. On s'intéressera aussi, enfin, aux tensions qui existent dans le Pacifique autour de l'exploration minière des fonds marins avec un nouveau contrat signé par l'archipel des Tonga avec The Metals Company. L'agence de presse Associated Press a rapporté vendredi dernier que la Thaïlande et le Cambodge s'étaient mis d'accord jeudi dernier pour mettre en place des équipes d'observateurs temporaires pour surveiller l'application du cessez-le-feu le long de la frontière. Les deux pays ont en effet signé un accord de cessez-le-feu le 28 juillet avec l'aide de la Malaisie, de la Chine et des États-Unis, mettant fin à 5 jours de conflit armé qui a fait plusieurs morts des deux côtés, dont des civils, ainsi que plus de 260 000 déplacés à travers les deux côtés de la frontière. Mais il s'agit d'un accord fragile puisque les deux pays se sont mutuellement accusés d'avoir rompu le cessez-le-feu après des mouvements de troupes et des attaques sur des civils après l'entrée en vigueur de l'accord. Un comité conjoint s'est réuni pendant 4 jours la semaine dernière à Kuala Lumpur, en Malaisie, avec le ministre de la Défense du Cambodge, le vice-ministre de la Défense thaïlandais et le ministre de la Défense malaisien, ainsi que des représentants américains et chinois qui ont participé aux discussions à titre d'observateurs. Le comité a publié un communiqué conjoint jeudi, précisant que les équipes d'observation comprendraient des fonctionnaires de l'ASEAN et seraient coordonnées par la Malaisie, qui assure actuellement la présidence tournante de l'ASEAN, avant que cette dernière ne déploie une mission d'observation sur place. Le communiqué n'évoque pas directement le sort des 18 soldats cambodgiens qui ont été capturés par l'armée thaïlandaise quelques heures après le cessez-le-feu, des prisonniers de guerre que le Cambodge accuse la Thaïlande d'avoir maltraités. En Corée du Sud, de nouveaux documents historiques témoignent des efforts des autorités japonaises de cacher la vérité sur le sort des filles et des femmes sud-coréennes mobilisées de force pour servir d'esclaves sexuels de l'armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Des documents de tribunaux récemment publiés par le gouvernement de Yongam-gun dans la province de Jeolla du Sud montrent en effet pour la première fois que plusieurs personnes ont été condamnées dans les années 30 à des peines de prison pour avoir tenté d'avertir leurs compatriotes sur le sort de celles qu'on a surnommées les femmes de réconfort. Le quotidien sud-coréen Korea Herald indique que plusieurs personnes ont été jugées et condamnées pour dissémination de fausses informations et violation de la loi militaire. Le quotidien cite l'exemple d'un jugement du 7 octobre 1938, celui de la mère d'une fille de 15 ans qui avait entendu que beaucoup de jeunes filles se dépêchaient de se marier pour échapper à l'enrôlement de force dans l'armée japonaise et avait demandé des explications aux autorités. Car le Japon mobilisait les filles célibataires de 12 à 40 ans pour les envoyer en Mandchourie servir d'esclaves sexuels pour les soldats japonais. 2 autres citoyens ont été condamnés à des peines de prison pour avoir alerté sur l'existence des femmes de réconfort et appelé leurs voisins à marier leurs filles le plus vite possible pour qu'elles ne soient pas emmenées par l'armée japonaise.
Un rapport onusien de juin 1998 sur les formes contemporaines d'esclavage estime qu'entre 1932 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus de 200 000 femmes ont été envoyées dans des centres spéciaux disséminés à travers les territoires occupés par le Japon en Asie pour y servir d'esclaves sexuels et que seulement 25% des victimes ont survécu aux viols, aux tortures et aux conditions de vie dans ces centres. Enfin, s'il n'existe pas de statistiques officielles, on estime qu'entre 80 et 90% de ces femmes étaient des Coréennes. Le Korea Herald a cité le chef de Yongamgun qui a déclaré que les autorités locales étaient en train d'explorer les possibilités d'honorer la mémoire de ces personnes qui ont été à l'époque condamnées injustement. Le petit État de Nauru a annoncé la naturalisation de ses premiers citoyens ayant obtenu la nationalité nauruane dans le cadre d'un programme de financement climatique. Le programme de citoyenneté économique et de résilience climatique a été dévoilé en novembre 2024 lors de la COP29 et vise à financer le développement durable et l'adaptation au changement climatique de Nauru, un des plus petits pays au monde où vit une population de 11 000 personnes seulement. Le pays fait partie des plus vulnérables face aux conséquences du changement climatique, notamment en raison de la montée des eaux, qui va nécessiter le déménagement d'une bonne partie de la population. Mais Nauru manque de ressources. L'île dispose en effet d'un territoire de 21 km² seulement, dont 80% sont devenus inhabitables en raison de l'exploitation intensive du phosphore, qui avait pourtant fait de Nauru à une époque un des pays les plus riches par habitant. Le programme propose l'obtention de la nationalité contre un investissement minimal de 105 000 $ américains par personne qui sont versés au Fonds national du Trésor. Le programme est géré par Henley & Partners, un cabinet de conseil britannique spécialisé dans les questions d'investissement et de migration, qui a aussi géré, entre autres, de 2006 à 2013, un programme similaire mais controversé à Saint-Christophe-et-Niévès. Radio New Zealand a rapporté les propos d'Edward Clark, la personne chargée du programme, qui a indiqué que les premières personnes naturalisées étaient les membres d'une famille allemande vivant à Dubaï et qui venait de vendre récemment son entreprise. Le responsable a affirmé que tous les candidats passaient par une vérification en profondeur de leur background par les agences internationales d'application de la loi. Clark avait déjà déclaré que le programme visait les 500 naturalisations, soit 60 millions de $ australiens de revenus pour Nauru la première année, soit 20% des revenus du gouvernement. Les tensions continuent dans le Pacifique autour de l'exploitation minière des fonds marins, en particulier depuis la signature, il y a 2 mois, d'un décret du président américain Donald Trump encourageant le contournement de l'Autorité internationale des fonds marins, qui est compétente en matière d'exploration des fonds marins dans la zone Clarion-Clipperton dans le Pacifique Nord. Le gouvernement des Tonga vient ainsi de signer un nouveau contrat avec The Metals Company, une société canadienne d'exploration minière en haute mer, spécialisée dans l'extraction des nodules polymétalliques. Ces nodules contiennent notamment du nickel, du cuivre, du cobalt ou encore du manganèse, des métaux utilisés par exemple dans la fabrication des batteries de véhicules électriques. Et ils sont à ce titre vendus par ces entreprises d'exploration minière comme essentiels à la transition énergétique vers l'électrique. Mais c'est un sujet qui divise beaucoup en raison de l'impact environnemental de cette exploitation, qui n'en est pour l'instant qu'au stade de l'exploration. Le sujet est notamment controversé parmi les nations du Pacifique, particulièrement vulnérables au changement climatique et qui dépendent des ressources qu'elles tirent de l'océan. Mais Nauru, les îles Cook ou encore les Kiribati font partie des pays qui sont favorables à cette exploitation et y voient un gros potentiel pour leur économie. Le communiqué de presse publié lundi dernier par la Tonga Offshore Mining Ltd, filiale de The Metals Company, ne précise pas si les activités couvertes par le contrat entrent à la fois dans le cadre de l'Autorité internationale des fonds marins et des États-Unis, comme c'est le cas pour l'accord signé en juin dernier entre le gouvernement de Nauru et TMC. Cité par Radio New Zealand, le ministre des Ressources naturelles de Tonga a affirmé que le contrat en question était, je cite, « un pas important pour s'assurer que les activités minières des fonds marins contribuent de manière significative aux objectifs de développement de long terme des Tonga ». Fin juillet, l'Autorité internationale des fonds marins a lancé une enquête sur TMC pour non-conformité.
L'entreprise canadienne cherchant à contourner l'autorité internationale des fonds marins grâce au décret américain, allant ainsi contre la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, une convention dont les États-Unis ne sont pas signataires. Les îles Cook, qui ont signé il y a quelques mois un protocole d'entente avec la Chine en vue d'exploiter ces fonds marins, ont également débuté des discussions avec les États-Unis au sujet de la recherche sur le développement et l'exploration des minéraux des fonds marins. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.